En 1938, je passais à la RKO pour un seul film. J'y rencontrais l'une des femmes que j'ai toujours préférées, The Mad Miss Manton. Était encore une comédie insignifiante, assaisonnée comme à l'habitude d'une énigme policière, mais la femme qui était ma partenaire dans le film était Barbara Stanwyck. Tous les gens de mon entourage savent que j'ai été amoureux d'elle depuis que je l'ai rencontrée. C'est une femme délicieuse, il n'y a jamais rien eu entre nous. D'ailleurs, elle ne m'a jamais encouragé. Ma femme peut le confirmer, mes filles, mon fils. Tous, vous pouvez maintenant attester la vérité. Stanwyck peut se tirer à son honneur de tous les rôles, et elle peut transformer une corvée en performance. Elle est drôle et je suis heureux d'avoir eu la chance de tourner 3 films avec elle. The Lady Eve fut le meilleur. C'est environ à cette période que je me trouvais en contact avec 2 autres personnes qui me devinrent aussi chères que Barbara Stanwyck. Mais il s'agit de 2 hommes qui devaient influencer ma vie beaucoup plus directement, plus fortement aussi que Barbara, si intelligente fut-elle. Le premier de ces hommes qui me fascina littéralement était John, Papy, Ford, fils d'émigrants irlandais. Le frère aîné de Ford, Patrick, s'était enfui pour la Californie où il devint une star des séries tournées aux Universal Studios. Son frère de 18 ans le suivit et trouva à s'employer comme cascadeur, assistant caméraman ou assistant opérateur, et enfin metteur en scène. Il était grand, noueux, avec des jambes particulièrement minces, un teint pâle, de mauvais yeux, un langage légendaire. Il découvrit John Wayne, lui fit jouer Ringo dans le célèbre Stagecoach, et bâtit 2 carrières, une pour Wayne, l'autre pour lui. Son programme consistait à tourner régulièrement 3 films par an, un pour le fisc, le second pour son bateau, la Ranner, et finalement un 3e pour lui permettre de vivre jusqu'à l'année suivante. En 1939, Lamar Trotty, scénariste, et Kenneth McGowan, producteur, me contactèrent au sujet d'un film qu'ils préparaient. Ils l'avaient intitulé Young Mr. Lincoln. Connaissez-vous quelque chose sur lui? Si je connais quelque chose, je suis absolument dingue de Lincoln. J'ai lu les 3/4 des bouquins qui lui ont été consacrés, rétorquai-je. Dans ce cas, pouvons-nous venir vous voir chez vous ce soir et vous lire le scénario? Demanda McGowan. Pourquoi pas? Donc ce soir-là, McGowan, Frances et moi écoutions Lamar Trotty lire le scénario à voix haute. Lorsqu'il eut fini, le scénariste attendit une approbation de son œuvre. Frances l'avait trouvée passionnante. Se tournant vers moi, elle dit « Hank, tu ferais un merveilleux Lincoln. »« Que non, aucune chance, navré. Je vous remercie tous deux, mais je ne suis pas votre homme. » Au moins, plaida McGowan, venez à la Fox et faites un bout d'essai. Rendez-vous compte par vous-même. 2 semaines plus tard, je me rendis au studio. L'équipe de maquillage se mit au travail. J'avais bien son long visage, mais le nez n'était pas le même. En 3/4 d'heure, 1 heure au plus, je n'avais pas seulement le nez de Lincoln, mais aussi sa verrue. J'avais suffisamment de cheveux pour permettre de reconstituer exactement les cheveux et la coiffure de Lincoln. Puis ce furent les costumiers, chacun connaît la garde-robe de Lincoln. Une jeune actrice du studio me donnait la réplique, mais j'avais évidemment la plus grande partie du dialogue. Nous le refîmes une fois. « Coupez !» cria le metteur en scène, cette fois. Puis, « Montrez-moi ça !» L'après-midi du même jour, McGowan, Trotty et moi attendions dans une des salles de projection, regardant l'écran vide. Un groupe de chiffres apparut. 5, 4, 3, 2, 1. Puis l'ardoise. Henry Fonda, essai Lincoln, première prise, scène 1. Abraham Lincoln emplit l'écran, en noir et blanc. Je restais bouche bée. C'était Lincoln. Vraiment. Abraham Lincoln. Mais alors Lincoln se tourna pour parler à la jeune fille, et à ma stupéfaction, c'était ma voix qui sortait de sa bouche. Et ce fut la fin de l'illusion pour moi. « Mes amis, dis-je en sautant sur mes pieds et projetant mon ombre sur l'écran, je ne peux pas le faire. Quand ma voix sort de ce corps, je ne le supporte pas. Et là-dessus, je quittais la salle de projection, montais dans ma voiture et rentrais chez moi. Maintenant, j'étais un acteur indépendant et personne ne pouvait me faire accepter quelque chose que je ne voulais pas faire. Quelques mois plus tard, la secrétaire script girl de John Ford m'appela. Monsieur Ford venait juste de rentrer en ville et désirait me voir immédiatement. Je ne l'avais jamais rencontré. Je l'avais bien regardé de loin diriger Duke Wayne. Mais cette fois, il était question que je rencontre Ford. Je portais une veste de sport sur un pull et lui était assis à son bureau, un sombrero rejeté derrière la tête. Ses vêtements avaient l'air de sortir de l'armée du salut, trop grand pour lui, trop vieux et chiffonné pour quiconque.
S'il posait sa pipe, un mouchoir la remplaçait. C'était un trait de papy. Il mâchait un mouchoir ou une pipe. Il fumait un cigare éventuellement après le repas, sinon il fumait la pipe, qu'il remplissait sans cesse et qu'il fumait toute la journée. En tout cas, voilà l'homme que je trouvais lorsque je pénétrais dans son bureau. Je suis sûr qu'il me joue la comédie tandis que je l'observe, car il regarde d'abord son bureau, puis il lève les yeux vers moi. « Par tous les bordels de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'avez pas envie de faire ce film ?» gronda-t-il. « Vous pensez que Lincoln était un foutu de grand émancipateur, hein? Mais que diable! C'est un jeune avocat. » C'est réellement ainsi qu'il s'est exprimé. Tous les mots que vous n'utiliseriez pas en société lui coulaient de la bouche. Il est vrai que c'était sa façon naturelle de parler, mais par Dieu, être assis là et me parler ainsi avait quelque chose de terrifiant. Ce qui se passait, c'est qu'il essayait de me faire honte pour que je joue le jeune Lincoln. C'était son but. Il me démontra qu'il n'était pas question du grand émancipateur, mais d'un jeune avocat de Springfield, aux jambes torses. Jusqu'à la fin du film, nous ignorions totalement ce qu'il adviendra de ce type. Ce n'est pas le problème. C'est un bon film sur un jeune avocat en 1830. En définitive, il réussit à me forcer la main. Je donnai mon accord et je fis le film. Voici l'impression que nous, Ford, Fonda et le film. Film sur le New York Times. Monsieur Fonda apporte la chaleur et la bienveillance, l'agréable modestie, le courage, la résolution, la tendresse, l'astuce et l'esprit qui font vivre le film, lui donnent son unité, de gentillesse autant que de drôlerie railleuse. Le second personnage qui influença ma vie fut l'écrivain John Steinbeck. Quelqu'un, je ne peux me rappeler qui, m'envoya un volume de nouvelles de l'auteur né en Californie. Le titre du recueil était « The Long Valley ». Je fus absolument captivé. Lorsque j'eus fini ce livre, je me rendis en voiture dans une librairie de Brentwood. « Puis-je vous aider, monsieur Fonda ?» demanda la personne d'âge moyen qui tenait la boutique, flatté qu'un acteur lui fasse l'honneur de passer son seuil. « Oui, en effet, répondis-je. Donnez-moi un exemplaire de chaque livre que vous avez en magasin écrit par un homme appelé John Steinbeck. » Je partis avec 3 volumes et les lus en chaîne, l'un après l'autre. Puis j'entrepris de faire toutes les librairies de Beverly Hills et de Westwood, afin de trouver d'autres œuvres de l'homme qui décrivaient simplement mais avec réalisme la vie rurale américaine. Je pouvais m'identifier avec cette œuvre et l'apprécier davantage que la littérature grecque ou romaine, ou même que celle d'Angleterre, de France ou d'autres acteurs américains contemporains. Aussi je me sentis réellement joyeux lorsque Leland Hayward m'appela un jour. « As-tu déjà entendu parler de The Grapes of Wrath, les raisins de la colère ?» me demanda mon agent. « Bien sûr. Il y est question des fermiers qui ont été chassés d'Oklahoma par les tempêtes de poussière et qui partent pour la Californie quand... Je ne t'ai pas demandé un résumé du livre. Je voulais juste t'apprendre que Zanuck a acheté les droits pour la Fox. Nunnally Johnson doit faire l'adaptation et John Ford la mise en scène. Il te vole pour Tom Joad. »« Formidable !» m'écriai-je en avalant presque le récepteur. « Pas si vite !» me dit Hayward. « Zanuck veut te parler. » Daryl Francis Zanuck avait commencé sa carrière à Hollywood comme scénariste. Ses premiers scénarios étaient destinés aux chiens vedettes, mais chiens tout de même rintintin. Ayant davantage l'étoffe d'un dirigeant que d'un scénariste, Zanuck fonda 20th Century Productions en 1933, qui fusionna avec Fox Film en 1935 et devint vice-président chargé de la production de la nouvelle société, la 20th Century Fox. Il était de petite taille, bon cavalier, et il pratiquait le polo dès que son programme le lui permettait. Il avait une telle fixation sur le sport qu'il apportait un maillet jusque dans son bureau, et selon les circonstances, il zébrait l'air avec cet instrument. Dur en affaires, habile et rusé, implacable, Zanuck se bâtit dans l'industrie du cinéma une puissance personnelle de première importance. Lorsque je pénétrai dans son bureau, il m'indiqua un siège. « J'ai appris par les Landes que vous aimiez The Grapes of Wrath. »« Bien sûr que j'aime, répliquai-je. »« Suffisamment pour signer un contrat de 7 ans avec moi ?»« Pardieu, non !» Et je me levai pour partir. Je n'allais pas permettre à ce type arrogant de me ficeler comme un veau pour la foire. « Je suis un acteur indépendant et j'ai l'intention de le rester, déclarai-je. Pourquoi vous donnerais-je Tom Joad ? Pour vous laisser ensuite à la MGM et faire un film avec John Crawford. » La voix de Zanuck était dure. Je me mordis la lèvre et me rassis.
Le producteur agita son maillet de polo une ou deux fois, puis sa voix s'adoucit. « C'est de grands projets pour vous, Fonda, expliqua-t-il, et je désire avoir la possibilité de vous contrôler, de vous garder. Il me faut donc un contrat avec vous pour pouvoir le faire. » L'appât était irrésistible. Hayward m'obtint des conditions aussi intéressantes que possible, mais Zanuck maintenait haut les cartes. Je n'avais pas le choix. Je signai le contrat de 7 ans avec réticence, mais je le signai, et je tins le rôle de Tom Joad dans The Grapes of Wrath. Après 45 ans de carrière cinématographique, ce film reste le meilleur que j'ai fait. Les meilleurs éléments s'y trouvent. Le roman de John Steinbeck, si touchant sur l'injustice sociale que souffrirent les Hawkes, fermiers pauvres durant la Grande Dépression. Le talent et le savoir-faire avec lesquels Nunnally Johnson adapta l'œuvre pour l'écran, le travail révolutionnaire de Greg Toland à la caméra, l'utilisation émouvante par Alfred Newman de The Red River Valley comme thème musical, et enfin le support fondamental, la mise en scène de John Ford. Comme metteur en scène, John Ford était un géant. Il faisait rarement plus d'une prise. Il voulait capter la fraîcheur de la toute première fois. L'émotion serait présente si les répétitions trop nombreuses ne venaient pas tout gâcher, et Ford pensait que c'est ce qui se passerait s'il en faisait trop. « Laissez la représentation au vestiaire », nous disait-il. La deuxième équipe partit filmer les extérieurs entre l'Oklahoma et la Californie. La rivière près de Needles, en Californie, où nous prenons notre bain, fut notre point de tournage le plus éloigné. Le reste du film fut tourné dans de véritables camps, au quai, dans le voisinage de Los Angeles, par exemple à Pomona. Le film fut terminé en quelques semaines sur un budget qui couvrirait à peine une semaine de tournage de nos jours. La dernière scène que Ford choisit de réaliser était celle des adieux entre mère et fils. Il n'avait même pas regardé la répétition. Cette dernière scène de The Grapes of Wrath faisait partie du travail courant pour Ford. John Darwell, qui jouait la mère, et moi, savions tous deux que la scène serait tournée ce jour-là. C'était prévu dans le calendrier. Nous savions surtout quel était le moment clé du film pour nous deux. C'était une scène d'émotion et nous étions impatients tous deux de la donner. Nous connaissions chacun nos textes et le trouvions très beau. Nous étions plus que prêts. Nous eûmes cependant tous deux assez d'à-propos pour ne pas parler à Ford de ce que nous ressentions. Nous avions suffisamment travaillé avec lui pour savoir qu'on ne faisait jamais de suggestions à Papy Ford. Il aurait dit « Vous voulez diriger le film, et vous vous seriez retrouvé immédiatement sur la liste des indésirables, des merdes, selon son expression. Savez-vous que Ford était un alcoolique reconnu qui, lorsqu'il ne tournait pas, plongeait dans l'ivresse jusqu'à la chute et l'aveuglement? Mais lorsqu'il travaillait, il était immuablement sobre, et je dis bien sobre. La scène dont je parle commençait sous la tente où Tom Joad pénètre et éveille sa main. Il doit partir et il la réveille, en prenant soin de ne pas troubler le sommeil des autres sous la tente. Pas et les gosses. Je devais craquer une allumette, puis Craig Toland, le caméraman, attachait une lampe dans ma paume, avec des fils qui montaient le long de mon bras. La lampe, qui était supposée être l'éclat de la flamme de l'allumette, devait éclairer juste le visage de Ma, et pas trop. La mise au point de ce détail prit une demi-heure. Puis je lui donnai une petite tape. Elle ouvrit les yeux et vint au dehors avec moi. Nous contournâmes la tente et nous montâmes jusqu'au banc qui était au-dessous de la piste de danse. Ford ne voulut pas que nous disions notre dialogue. Lorsqu'il fut prêt, John Darwell et moi étions comme des chevaux de course qui piaffent pour le départ. « Eh, monsieur, quelle scène nous avons! Laissez-nous vous montrer. » Et l'instinct, l'intuition de Ford lui souffla le moment propice. Nous n'aurions pas murmuré, mais Ford ordonna l'action. Les caméras furent conduites sur leurs rails, et il réussit à tout saisir en une seule prise. Lorsqu'il eut tourné la scène, Papy ne dit pas un mot. Il se leva simplement et s'éloigna. Il avait eu ce qu'il désirait. Nous tous aussi. Sur l'écran, c'était extraordinairement réussi. Et les mots sonnent justes, au-delà des années. J'y ai pensé, et maintenant tout est clair, Ma. Je ne peux pas, je n'en ai pas assez. Peut-être que c'est comme dit Cazet. Si un gars n'a pas une âme à lui, mais juste un petit bout d'une grande âme qui est à tout le monde, alors... Alors quoi, mon petit? Alors ça n'a pas d'importance. Je serai là partout dans l'ombre. Je serai n'importe où. Partout où on peut voir. Partout où l'on se bat pour que les gens affamés puissent manger. Je serai là. Partout où un flic sera occupé à battre un gars, je serai là.
Je serai là dans la manière qu'ont les types de crier lorsqu'ils sont fous de colère. Je serai là dans la manière qu'ont les gosses de rire lorsqu'ils ont faim et qu'ils savent que le souper est prêt, et quand les gens sont en train de manger des choses qu'ils ont fait pousser dans des maisons qu'ils ont bâties. Je serai là aussi. Tandis que The Grap of Wrath était en cours de tournage en Californie, le conflit explosa en Europe au début du mois de septembre 1939. La guerre s'approchait sur les ailes du vent, telle une tourmente soudaine qui trouble un lac. On pouvait la sentir, la voir à distance, puis ses effets se rapprochèrent. Frances et moi, nous nous y attendions. On avait pu entendre les souliers cloutés de l'infanterie marteler les pavés des routes d'Allemagne. On avait observé à Berlin les officiers bottés exécutant le pas de loi. Maintenant que les bombardiers en piquaient, les Stukas avaient pratiquement détruit la Pologne en 17 jours, maintenant que la Grande-Bretagne et la France avaient déclaré la guerre à l'Allemagne, nous rassemblâmes nos efforts pour rendre les jours de paix chez nous aussi agréables que possible pour nos enfants. Margaret Sullivan Hayward avait donné le jour à une fille, Brooke, à peu près au moment de la naissance de Jane. La nurse de Jane connaissait celle de Brooke. Jane jouait dans le bassin de sable des Hayward un jour et le lendemain, Brooke venait jouer avec Jane chez nous. Tandis que les deux petites filles devenaient réciproquement la meilleure amie de l'autre, leur mère restait sur leur position, c'est-à-dire neutre. Nous avions été invités à dîner une fois chez les Hayward, mais Frances refusa de rendre l'invitation. Bien que la distance entre les deux maisons soit négligeable, le fossé entre ma première et ma seconde femme ne se comblait pas. Les enfants remarquent parfois des signes que souvent leurs parents négligent ou ignorent. Lorsque je passais pour reprendre ma fille chez les Hayward, Sullivan et moi redevenions instantanément deux membres d'une même équipe. Nous avions une grande complicité lorsque nous nous rencontrions. Nous étions capables de nous dresser sur la tête et de marcher sur les mains. Nous semblions tellement inséparables que pendant des années, Jane s'est demandé ce qu'il pouvait bien y avoir entre nous. En réalité, simplement un jeu qui nous amusait beaucoup. À midi, le 23 février 1940, Peter Henry Fonda fit son apparition au Leroy Institute de New York. Nous étions béats, mais la récupération de Frances après sa 3e césarienne fut difficile et lente. Les médecins qui l'examinèrent parlèrent d'un problème rénal. Près de 4 mois plus tard, aidé d'une nurse, j'ai apporté par avion bébé Peter à la maison. Frances restait à New York, près de sa mère et de ses médecins. Pouvez-vous imaginer changeant les couches de Peter à bord d'un avion? Pourtant, je l'ai fait. J'avais filmé Frances nourrissant son bébé à l'hôpital. J'apportais les films à la maison pour les montrer à Jane et Pan. Je me souviens de Jane regardant le film en plissant les yeux. Je l'ai regardée et, fondant en larmes, elle quitta la pièce. Elle n'était pas heureuse, je peux vous le dire. Le retour de Frances apaisa les craintes de Lady Jane d'être chassée du nid. Il y avait de la place pour 3 enfants, Pan, Jane et Peter, le nouveau-né. Avant de réunir à nouveau toute la famille, et plus encore qu'auparavant, j'organisais une série de pique-niques. Je me rappelais ceux de ma propre enfance. J'emmenais toute la famille avec la nurse dans les collines avec des bourriches de nourriture et des boissons. On se mettait en route le dimanche, au tout début de l'après-midi. Il n'y avait que de petites routes de terre. Nous allions jusqu'au bout, puis prenant les paniers, nous montions par de petits sentiers jusqu'à une des belles clairières sur ces collines plantées de chênes. Nous étendions les couvertures, une nappe et des serviettes de papier. Nous y disposions un assortiment de sandwichs, des chips, des fruits, du lait pour les enfants, de la bière pour les adultes. La nurse s'occupait de Peter. Jane, Pan et moi jouions au ballon, ou bien nous grimpions aux arbres, ou nous nous asseyions tout simplement et nous regardions l'eau. Nous étions tombés amoureux, Frances et moi, d'un terrain, et nous ne cessions de nous dire à quel point nous aimerions y bâtir une maison. Il dominait l'océan. On pouvait vraiment voir le Pacifique, tant ce terrain était élevé. Il appartenait à la famille Bell qui s'est bâti une fortune dans l'immobilier en édifiant ce qui est maintenant Bel Air. Mais il n'était pas disposé à vendre ce terrain tant qu'il n'était pas sûr de sa valeur. Et pour vendre, il leur fallait aussi garantir l'équipement en eau, gaz et électricité. Finalement, le lot que nous aimions, dont le nom était Tiger Tail, la queue du tigre, devint disponible. Il coûtait environ 10 200 $. L'hectare. Nous en avons acheté 3,5 hectares. C'était cher, et je dus me tenir le raisonnement suivant. Je crois que je peux y arriver, et ce serait tellement formidable pour les enfants. J'allongeai donc la somme, et je pris un architecte. Mais nous savions, Frances et moi, exactement quelle sorte de maison nous voulions.
une ferme de Pennsylvanie de type hollandais. La plupart des premiers colons à se fixer en Pennsylvanie étaient hollandais. Nous avions des albums pleins de photos découpées représentant des maisons et des meubles Early American, américains de la première période. C'était ce dont nous rêvions. L'architecte n'eut pas grand-chose à faire. Pour régler toutes ces dépenses, je donnai à Frances l'autorisation de vendre tout ou partie de mes actions. Elle vendit tout, paya Tigertail et convertit une partie du solde dans une chaîne de cinéma du voisinage qu'elle revendit à perte. Avec les fonds restants, elle acheta du terrain en bord de mer. Ce fut un autre investissement malheureux. Son propre portefeuille augmentait régulièrement de valeur, mais elle se faisait du souci de ce que son flair semblait lui faire parfois défaut. Acheter et vendre, vendre et acheter. Je remarquai un subtil changement chez Frances. Cette femme si charmante que j'avais épousée se plongeait dans une obsession de dollars et de décimales. Lorsque j'arrivais au studio le soir, je la trouvais assise dans le lit, environnée de piles de comptes et de registres. Elle comptait et recomptait. Les livres comptables étaient rangés dans la chambre maintenant en permanence. Frances levait à peine les yeux lorsque je pénétrais dans la pièce. Ses conversations avec nos amis et relations devinrent vagues. Elle avait perdu son animation et ne se tenait plus au courant des nouvelles politiques, pas plus que financières. Les armoires à pharmacie se remplissaient de pilules et comprimés de toutes sortes. En 1940, les médecins prescrivaient des capsules d'huile de foie de morue et des toniques aux personnes souffrant des nerfs. Quand j'étais au studio, Frances hantait les cabinets médicaux. Pendant le dîner, elle mangeait peu. Elle se plaignait de se sentir malade. Je tentais d'être compatissant, j'avais remarqué qu'elle se fatiguait facilement depuis quelque temps et qu'elle avait perdu du poids. Je suggérais qu'elle consulte un autre médecin. Je ne me rendais pas compte que les symptômes étaient davantage du domaine mental que du domaine physique. Chaque fois qu'un médecin disait à Frances qu'elle était en bonne santé, elle en changeait. Finalement, l'un d'eux encouragea son hypocondrie, lui disant qu'il soupçonnait qu'elle avait contracté une certaine fièvre. Il recommandait qu'elle se fasse hospitaliser pour quelques semaines. Elle accepta et se fit admettre à la Scripps Clinic, aux environs de la Jolla. Tard dans la soirée, je m'installai au bureau de ma femme, dans notre chambre, pour lui écrire. Je lui donnais des nouvelles des enfants, de notre maison de rêve. Je pimentais l'ensemble par des histoires drôles que j'avais entendues. Tout le temps que ma femme passait à la clinique, je supervisais la construction de la maison, les enfants, les domestiques, et je fis les films que Daryl F. Zanuck décidait que je devais faire. Vous rappelez-vous toutes ces paroles sur les projets qu'il formait pour moi, et qu'il ne voulait pas courir le risque de me laisser filer à la MGM pour faire un film avec John Crawford? Eh bien, le premier film, après The Grapes of Wrath, Les raisins de la colère, que Daryl F. Foutre Zanuck me fit faire, fut Lillian Russell, avec Alice Faye. Lillian Russell. Évidemment, je n'ai que du bien à dire d'Alice Faye. Mais merde, je n'étais qu'un parmi 10 hommes dans ce film. Vous pouvez les compter? Don Ameche, Nigel Bruce, Eddie Foy Jr., Weber et Fields, Edward Arnold Warren Williams, Leo Carrillo et Ernest Trix. Zanuck non seulement me faisait jouer les ombres à la 20th Century Fox, mais il me louait à Paramount, Columbia, Warner Bros. Et à la RKO. Je dois admettre que quelques-uns de ces films étaient plutôt bons. The Lady Eve, Un cœur pris au piège. The Male Animal, pas de version française, Animal mâle. Jesse James, Le brigand bien-aimé. Et The Hawksbow Incident, 1943, L'aube fatale, ou L'étrange incident. Mais quant aux autres, j'aurais honte de seulement les mentionner. Après 3 semaines de repos, d'analyse et de tests, Frances regagna son foyer. C'était comme si elle était allée en vacances, elle avait retrouvé sa fraîcheur et semblait prête à reprendre les préparatifs pour la maison. En 1941, nous emménagions au 600 Tigertail Road. Notre propriété avait effectivement l'aspect d'une ferme hollandaise de Pennsylvanie, vieille de 100 ans et riche en recoins mystérieux. Elle était entourée de vignes et de fleurs au-delà des allées de pierres plates entre lesquelles poussait le gazon. À l'intérieur, c'était une heureuse combinaison de vieux meubles et d'esprit. Bien que tout ait l'apparence de la période Early American, soit quelques 150 ans d'âge, l'un des premiers congélateurs se tenait prêt à servir. À l'étage, Frances transforma un placard en bureau et toutes les clés rassemblées dans un anneau étaient accrochées au mur, témoin de ses talents de bonne gestionnaire. La piscine avait l'apparence d'un étang miniature flanqué d'une maisonnette que nous, Fonda, appelions la Playhouse, la maison des jeux. Pan, Jen, Peter et leurs amis l'utilisaient pendant la journée,
Mais le soir, c'était Frances et moi qui en prenions possession. Elle avait une hotte énorme et une cheminée tellement vaste que vous pouviez y entrer. Là-dedans, il y avait un barbecue. Nous avions copié des photos de cheminées anciennes. Les jouets des enfants étaient partout. Enfin, il y avait une table ronde au centre de la pièce sur laquelle parfois nous étendions un morceau de drap vert et nous jouions au poker. Je cultivais moi-même la plus grande partie des 3,5 hectares. Je plantais de l'herbe, la coupais et la mis en gerbe. Les gosses aiment sauter dans le foin. J'eus des poules dans des cages spéciales et 4 ou 5 cabanes pour les lapins. Je ramassais les œufs et faisais pousser mes légumes. Nous étions au début de l'effort de guerre. Le président nous demanda de cultiver les jardins de la Victoire. Et je fus l'un des premiers du coin. À peu près à cette époque, un petit magazine fut publié sous le titre Organic Gardening and Farming, méthode organique pour le jardin et la ferme. Je fus un de leurs premiers abonnés. C'est alors que j'ai décidé d'être un fermier organique, et je le suis encore. J'achetai un cheval pour la fille de Frances, puis je fis construire une écurie. L'écurie terminée, j'achetai 2 petits chevaux pour Jane et Peter. Peter ne les aima jamais plus que moi, mais Jane devint une véritable cavalière. Lorsque le triste jour du dimanche 7 décembre 1941, déclaration de guerre des États-Unis aux puissances de l'Axe, arriva, Hollywood partit en guerre en même temps que toute la nation. La honte des camps dans le désert réservés aux Américains d'origine japonaise semblait équilibrée par des bruits censurés, mais vraisemblables, qui mentionnaient la présence de sous-marins japonais faisant surface et bombardant les villes côtières de Californie, d'Oregon et de l'État de Washington. Los Angeles connut les verres camouflés des réverbères, les rideaux sombres aux fenêtres dès la tombée du jour. Des gardes patrouillaient dans les rues sombres en prévision d'éventuels raids aériens. On ouvrit une cantine spéciale pour les hommes aux armées sur les lieux de production et presque tous les films produits étaient arrangés dans la catégorie de ce que les Allemands appelaient des films de propagande et que les Américains pudiquement décrivaient comme des films de service public. Ils narraient tous comment nous étions sur le point de battre les forces de l'Axe, ou même que nous l'avions déjà fait. À Hollywood, un jeu de mots circulait. En cas de raid aérien, aller directement à la RKO, ils n'ont pas eu de gros coups depuis des années. En anglais, le jeu de mots est évidemment meilleur. Le mot « hit » égale succès et également touché. Les acteurs vedettes commencèrent à entrer dans l'armée. James Stewart dans l'armée de l'air, Tyrone Power dans les marines, Clark Gable dans l'armée de terre, Robert Taylor, Jig Young, Robert Montgomery, tous partirent en uniforme. Les loges des studios se vidaient à mesure. J'avais mon idée. Nous en avons discuté, Frances et moi. La marine ? Répéta-t-elle, croyant à peine mes paroles. Ouais, c'est cela, dis-je. Mais tu es exempté, je sais. Tu as 3 mineurs qui dépendent de toi. Alors pourquoi, Hank ? J'ai encore l'air d'un bébé ? Tu veux dire que tu es gêné de ne pas porter l'uniforme ? Je veux dire que les femmes et les mères d'un tas de soldats et de marins, quand elles me verront sur l'écran, diront « Pourquoi n'est-il pas là-bas ?» Et le film que tu es en train de tourner, il sera fini assez tôt. Frances, je ne veux plus faire de film. Je n'ai pas l'intention de vendre des bons de la défense ou d'être photographié avec des soldats et des marins. Je veux être un marin. Le devoir, tu l'as dit, pas moi. Patriotisme ? Frances, c'est mon pays, et je veux être là où les choses se passent. Je n'aimerais pas me trouver engagé dans une fausse guerre, que ce soit en studio ou en extérieur. L'idée d'être éventuellement blessé ne me plaît pas particulièrement, mais je veux être un véritable soldat. Je veux être avec de vrais marins, et non des figurants. En d'autres termes, soupira Frances, tu veux l'article d'origine. C'est à peu près ça. Nous reprenions la discussion sans cesse sur la colline dans la maisonnette si confortable. Notre dialogue se terminait chaque soir de la même manière. Si tu dois le faire, fais-le, disait Frances. Et si tu le fais, ce sera avec ma bénédiction. J'avais choisi le film que je faisais à ce moment-là. Je m'étais battu pour le faire. C'était The Oxbow Incident. Le lendemain même de la fin du tournage, je me rendis en voiture au quartier général de la Marine, dans le centre de Los Angeles, et m'engageai pour le service actif. Je signai les papiers d'engagement, puis je prêtai serment. Le tout incognito. Aucun photographe n'était là pour gâcher la simple solennité de ce moment. Solennité des derniers mots du serment. Que Dieu m'aide. Comme engagé, j'eus droit à une permission immédiate de 24 heures. On me dit de revenir le lendemain matin. Ce soir-là, après le dîner, j'emplis une petite valise d'une brosse à dents, d'un tube de dentifrice, d'un rasoir, de crème à raser, d'une brosse et d'un peigne. Lorsque je glissais les photos de Frances, des enfants et de mes 2 sœurs,
Ma femme quitta la pièce pendant quelques minutes. Lorsqu'elle revint, elle avait retrouvé son calme. Comme prévu, je me rendis le lendemain au centre d'admission d'où je fus envoyé à un camp d'entraînement de San Diego. Quand j'y arrivai, une patrouille m'intercepta et me renvoya d'où je venais, par mer. Ce fut mon seul plaisir, car je devais ce retour inopiné à Daryl Francis Zanuck, qui avait agité Washington sous le prétexte qu'il voulait Henry Fonda pour un film qu'il préparait. C'était pour l'effort de guerre, et il avait besoin de moi. Et il avait tout le poids qu'il fallait. C'est ainsi que je me retrouvais dans la vallée impériale en Californie, dans la partie la plus haute du désert, faisant un film intitulé « The Immortal Sergeant », 1943, aventure en Libye. C'était un film idiot. Vous voulez connaître l'intrigue? J'ai gagné la Deuxième Guerre mondiale à moi seul. Ils me laissèrent aller à Tiger Tail pour y passer la dernière nuit. Il me fut plus difficile encore de partir cette fois. Après dîner, je montais embrasser Jane et Pan. Au diable les règles de la nurse. C'étaient mes gosses, et je partais pour la guerre. Et qui pouvait savoir comment ça tournerait? Aussi j'embrassai Peter. Il était trop jeune pour comprendre, mais il m'embrassa en retour. Jane avait une vague idée de ce qui se passait. Je la serrai une fois de plus dans mes bras, et je quittai les enfants avant qu'ils ne me voient pleurer. Le matin venu, je m'habillai lentement, tandis que Frances et les enfants dormaient encore. Je parcourus la maison, puis je sortis, et fis le tour de la propriété. Un dernier regard, en quelque sorte. À 10 heures, Henry Fonda, acteur de 36 ans, prit place dans un car rempli par des adolescents d'une vingtaine d'années, nerveux et bruyants. Destination San Diego, en Californie du Sud. La marine, l'US Navy, et une vraie guerre. Chapitre 6. Perdu dans le vaste appareil de l'US Navy, l'apprenti matelot Henry Fonda passa brutalement du rang de célébrité à celui d'un numéro matricule parmi les autres. Je commençai donc mon entraînement dans un camp de San Diego. Jus d'orange, céréales, œufs au bacon, steak, une pomme de terre au four et lait. C'était le petit déjeuner. Changement de régime pour moi qui, à la maison, me contentais d'une tasse de café et d'une tranche de pain grillé. Dans la marine, le lever était à 4 heures. On nous faisait courir environ 1,5 km la première semaine, plus de 3 km la seconde et presque 5 km la troisième. Un peu d'exercice du type athlétique dans la cour de la caserne, et enfin ce fameux petit déjeuner. 2 mois auparavant, si une telle abondance m'avait été présentée, j'aurais quitté la table. Mais au camp d'entraînement, tous ces exercices sportifs dès l'aube me rendaient prêt à absorber des calories. Pour la première fois de ma vie, je gagnais du poids. Jadis, nous étions, Jim Stewart et moi, de vrais échalas, et tellement osseux que nous nous étions décidés en fait à fréquenter le gymnase de la MGM. À l'homme fort, on nous avait fait suivre des exercices spécialement étudiés pour nous donner du muscle. Nous avons tout essayé, rien ne marchait sur nous. Au camp, ma qualité d'acteur ne changeait rien à l'ordre des choses. Maintenant, je n'étais qu'un apprenti marin comme les autres et un homme presque quadragénaire, à 3 ans près. À la fin de la 8e semaine, je reçus mon calot blanc, marin ordinaire de 3e classe. Il y avait bien longtemps que je n'avais reçu un salaire aussi bas. Autre surprise, je n'avais plus rien à apprendre, rien de spécial à dire. On me donnait des ordres, du sergent au capitaine. Pourtant, je ressentis une réelle satisfaction d'avoir gagné le calot blanc. Maintenant, j'étais un matelot à part entière de l'US Navy, prêt à servir. Tout d'abord, je voulais être un matelot canonnier. Nous étions en guerre et les canonniers étaient chargés de tirer sur l'ennemi. Je pensais qu'il valait mieux être au centre de l'action, si action il y avait. Mais au camp d'entraînement, non seulement on vous faisait courir, aller à l'exercice et en manœuvre, mais il fallait aussi remplir des questionnaires et passer des tests. Un soir, j'entendis mon nom dans le porte-voix. « Fonda Henry J. » nasillait la voix. « Au rapport, à l'état-major de la compagnie. » Je courus jusqu'au bâtiment de l'état-major, ouvris toute grande la porte. Je me trouvai face à face avec un sergent-chef dont les manches étaient zébrées de galons rouges pour service rendu. « Fonda ?»« Oui, chef. »« Je vois ici que vous avez marqué matelot canonnier. »« En effet, chef. »« Vous savez ce que font les foutus canonniers dans la marine ? Eh bien, j'ai pensé, ils sont sur le pont la plupart du temps servant ces damnés canons, et plus souvent qu'à leur tour. Ils se font tuer. J'ai pensé, la poisse avec les gars comme vous, Fonda. C'est que vous pensez trop, au mauvais moment. Écoutez donc les vieux de la vieille et vous apprendrez quelque chose. Bon, c'est test. Et il agita une poignée de papier. Vous vous en souvenez ? Oui, chef.
Bien. Ils disent que vous êtes trop malin pour être un foutu canonnier. Vous êtes officier du matériel. Je ne veux pas être officier, dis-je fermement. Je serai coincé dans un fichu camp sur la côte à faire des relations publiques jusqu'à la fin de la guerre. Et vous voulez voguer sur l'océan, hein? J'aimerais en effet, chef. Ok, je sais tout, dit le chef en tamponnant ma feuille de route. 16 semaines à l'école des quartiers-maîtres. Dehors! En fait, un quartier-maître est un assistant du navigateur. Déjà, à l'école primaire, j'étais nul en arithmétique. Il me fallut apprendre la trigonométrie, les racines carrées et le fonctionnement de l'équipement de navigation. Cela signifiait absorber autant de maths que possible dès que j'avais un moment libre. J'achetais 2 ou 3 bouquins et étudiais comme je ne l'avais jamais fait, même à l'université. Je devais également apprendre tout ce qui concerne les communications, les codes et signaux de la marine. Après ce stage de 16 semaines à San Diego, je sortis quartier-maître de 3e classe. Il n'y a pas plus bas, et j'étais aussi qualifié comme timonier de 3e classe. La marine m'envoya à Seattle et je devais rejoindre l'équipage d'un nouveau destroyer, l'USS Satterlee. Le Satterlee était encore dans le chantier naval Todd. Un des premiers jours de mai 1943, le capitaine du destroyer arriva et les essais en mer de son navire commencèrent. Je ne me rappelle pas son nom, mais il semblait mesurer près de 2 mètres. Plus tard, lorsqu'Herman Wouk écrivit « Je can mutiny », je compris immédiatement son propos. Mon premier commandant était un capitaine Keeg. Le navire fut armé et dirigé sur San Diego. Son équipage était complet, sauf pour un timonier de 3e classe qui manquait à l'appel. Le quartier-maître de 3e classe Fonda pourrait-il prendre aussi la garde du timonier de 3e classe? La phrase à l'honneur alors était « Il y a une guerre en train ». J'assumais les 2 responsabilités. Prendre 2 gardes signifiait pour moi un travail double de celui de quiconque à bord. Aussi savourais-je le temps que je passais sous le pont, endormi dans un hamac ou avalant l'omniprésent café que la marine maintient toujours chaud tout au long des gardes. Cependant, le poids que j'avais gagné au camp d'entraînement commença à disparaître. Lorsqu'on jeta l'ancre à San Diego, l'équipage eut une permission d'1 semaine. Je fis du stop sur l'autoroute de la Corniche et je retournai vers les miens. Ce fut une semaine comme il me semble n'en avoir jamais connue, merveilleuse. Mike, le grand Danois, me fit fête. Le petit Peter, de 3 ans, triomphait, juché sur mes épaules. Jen me prit la main et me tira tout au long de l'allée jusqu'à la maison. Pan accourut vers moi, et Frances me faisait signe du seuil, les joues toutes rosies. J'ôtai mes vêtements militaires, bêchai le jardin, jouai avec les enfants, fis l'amour avec ma femme. Je rendis visite à mes arbres, une 12aine que j'avais moi-même plantés, ainsi que des centaines de buissons et d'arbustes. Certains soirs, au coucher du soleil, toute la famille s'asseyait dehors et on se sentait enveloppé par les arômes du sumac, des fraises sauvages et des pins. Même après mon retour à la marine, une lettre de la maison avait le pouvoir de faire revivre ces senteurs. De retour à San Diego, je reçus l'ordre de me présenter à l'officier de détail. « Fonda, » dit l'officier, « j'ai ici une note selon laquelle je dois vous envoyer à 90 Church Street. »« Oui, monsieur. C'est le quartier général de la marine à New York. Il semble qu'il veuille faire de vous un officier. »« Je ne suis absolument pas au courant, monsieur. »« Mais... » Et l'officier leva les yeux. « Cela va nous mettre dans une position difficile si nous devons vous renvoyer maintenant, car nous devons appareiller demain et il nous manquera un quartier-maître 3e et un timonier 3e. »« Eh bien, monsieur, répliquai-je, si l'état-major veut faire de moi un officier, j'aimerais saisir la chance d'absorber autant de marines que possible. »« Bien, » dit l'officier de détail avec un signe de tête. « Ce sera tout. »« Oui, monsieur. » Je quittai la cabine sur le salut réglementaire. Le lendemain, le Satterlee et 4 autres destroyers appareillèrent comme vaisseau escorte du porte-avions britannique Victoria. Les fonctions de navigateur me plaisaient, mais le rôle du timonier était mon cauchemar. Je devais rester debout sur une petite plateforme écartée du pont. C'était juste une petite plaque de métal gris percée de quelques trous dans sa partie inférieure pour le cas où le navire ferait haut. Elle comprenait une chaîne placée bas, afin de vous empêcher de tomber par-dessus bord. À côté se trouvait un projecteur de signaux et au-dessous l'auxiliaire du timonier, un simple matelot qui enregistrait les signaux de pavillon ou le code nous parvenant du même projecteur sur le vaisseau amiral, dans ce cas le Victoria. Personne ne fut plus soulagé que moi lorsque le Satterlee arriva sans encombre à Norfolk en Virginie.
J'étais parmi les membres d'équipage qui eurent une permission pour aller à terre. Le premier timonier et moi étions devenus très bons amis. Nous sommes partis en bordée tous les deux et nous nous sommes saoulés copieusement. Ça ne m'était pas arrivé depuis le temps du Madison Square Hotel. Nous sommes revenus à bord avec le jour. Mon sac de marin était tout prêt et j'ai l'impression que je ne vis personne que l'officier de service sur le pont, qui me fit un clin d'œil alors que je quittais le navire. J'avais toujours les feuilles d'ordre que m'avait donné l'officier de détail, selon lesquelles je devais me présenter à New York au quartier général, et à environ 8 heures du matin, j'entrais en zigzagant dans le camp naval d'entraînement de Norfolk. C'était énorme. J'y vis des marins et des sous-officiers, même des femmes et des officiers. L'un d'eux me reconnut, et reconnut aussi mon ivresse avancée, parce qu'il m'isola dans une pièce et me fit servir du café jusqu'à ce que je sois assez sobre pour aller prendre mon ordre de route. Finalement, ils me mirent dans le train vers le nord. À New York, je fus au moins capable de trouver un foyer pour les jeunes gens, où je dormis jusqu'au matin. YMCA. Le même jour, je me repris en main et me présentai selon les ordres reçus à New York. Tout s'y passa très vite. Tout d'abord, je devais être déchargé en tant qu'engagé. Et la seconde suivante, je prêtais de nouveau serment, mais en tant que lieutenant de première catégorie, junior. Finalement, ils me donnèrent mes nouvelles feuilles de route, où je recevais l'ordre de me présenter cette fois au département de la marine à Washington. Cependant, avant mon départ, je reçus des uniformes d'officiers, des blancs et des bleus. Au début de l'hiver 1943, je me présentai à Washington. Quelle poisse! Ils m'informèrent que j'avais été affecté au service des films d'entraînement. Mais la chance était avec moi. Le commandant vissé là derrière un bureau comprit ma déception. Et lorsque je lui parlais des renseignements en combat aérien, ACI, il donna les ordres nécessaires pour que je sois envoyé à une école spéciale de Consett, Rhode Island. Consett était encore un autre camp d'entraînement, mais au lieu des fils de fermiers et d'adolescents tout juste sortis d'high school, je me trouvais avec des maires de villes d'une certaine importance, de district attorneys, avocats généraux, de juges, hommes mûrs et pour la plupart très intelligents. Comme je l'avais fait l'année précédente, je me trouvais à la tête de ma classe. Je devins instructeur à l'exercice de ma compagnie, qui devint la meilleure de la base sur ce plan. Lorsque la période d'entraînement en tant qu'officier fut terminée, j'eus le choix de mon affectation. Je n'avais pas varié. ACI. Air, combat, intelligence. Mes compagnons et moi eûmes droit à une conférence d'un officier ACI qui revenait du Pacifique. Ne chargez pas vos sacs de vos uniformes blancs ou bleus. Vous n'en aurez pas besoin. Ils ne feront que vous embarrasser. Prenez des kakis tropicaux en masse, car la plupart du temps ils seront à laver. Plus important, dit l'officier en baissant la voix, emportez tout l'alcool possible, d'accord? C'est un fait bien connu que l'alcool n'est pas autorisé dans la marine américaine, dans aucun bâtiment à terre, pas plus qu'à bord d'aucun navire. Mais vous verrez que c'est inégalable pour le troc. Ne le buvez pas. Mais vous pouvez vous trouver face à une situation comme votre amiral désirant une Jeep ou un canot, par exemple. Et il vous sera impossible d'obtenir ni la Jeep ni le canot sans un flacon quelconque. Ça, c'était l'expérience. Aussi écoutai-je attentivement. Je vais me vanter quelque peu. Quand nous avons passé les examens de fin de stage, j'étais en tête de ma classe. C'était le genre de travail qui demandait des réflexes très rapides, combinés à une excellente mémoire. C'est quelque chose que j'ai toujours eu, la faculté de retenir un texte. Si je lis la page des théâtres du Los Angeles Times 2 fois et que je me concentre, je peux la réciter. Dès la fin du stage, le lieutenant Fonda reçut une permission d'1 semaine. Avant d'attraper le train pour les Californies, je m'arrêtais au PX et j'y achetais certaines choses qu'il était alors pour les civils difficiles de trouver. Des chocolats spéciaux pour les enfants, des cartouches de cigarettes et des bas de nylon pour Frances. Et suivant l'avis de l'officier, ACI, de retour du Pacifique, j'achetai 14 bouteilles du meilleur bourbon et les emballa soigneusement. Puis je mis le tout dans un sac de parachute muni de 2 poignées de grosses toiles. Pendant toute la traversée du pays, je ne permis à personne de toucher à ce sac. À Seattle, un cargo hollandais me prit à son bord, ainsi qu'un groupe d'officiers ACI à destination de Pearl Harbor. Pendant tout le parcours et les escales de Rhode Island à Los Angeles, San Francisco, Seattle et à Honolulu, le lieutenant Fonda porta son sac de parachute contenant sa précieuse et personnelle cargaison de bourbon en prévision d'opération de troc. À Kaneohe, dans l'île d'Hawaï, je dus suivre à nouveau un stage, 2 semaines de cours intensifs de défense anti-sous-marine.
Ensuite, je fus affecté au personnel du vice-amiral John H. Hoover, qui lui-même servait directement sous les ordres de l'amiral de la flotte Chester W. Nimitz, commandant des forces navales US dans le Pacifique. Avec l'affectation, je reçus un sac-valise spécial. J'étais nommé officier courrier. En février 1944, le transport naval aérien me déposa sur un atoll récemment pris aux Japonais. Kwajalein, clé du groupe d'îles Gilbert. Là, comme JG, junior grade, rang inférieur, j'eus pour la première fois une image de la marine combattante. C'était un impressionnant spectacle. Le lagon était énorme et pourtant il semblait rempli de vaisseaux de combat, de porteurs, croiseurs et destroyers. Ce lagon s'étendait tellement loin que je ne pouvais voir tous les navires. La première partie de mon service consistait à me présenter au rapport sur le porte-avions qui portait le pavillon de l'amiral Nimitz. Le courrier était pour lui. Une chaloupe était prête à m'amener à l'Essex où Nimitz avait implanté son quartier général. Il y avait une sorte de cabine à guichet là. Seulement, ne nous égarons pas, nous sommes dans la marine. Je dois aller là-bas vous apporter ceci, dis-je au sous-officier de service. Cela ne vous dérange pas que je laisse ce sac de parachute sous cette tablette? Bien sûr que non, monsieur, répond le sous-officier. Puis-je vous aider, monsieur? Non, je le ferai moi-même. Bien, monsieur. Tout ce que dit le lieutenant. Monsieur. Après que j'eus abrité mon sac, je me rendis au quai et présentai ma feuille de route à l'officier de service. Je fus enfin amené par canot jusqu'à l'Essex. Même l'eau du lagon était si agitée qu'à l'arrivée j'aurais eu besoin d'une serviette pour m'essuyer le visage. Mais je n'y pensais guère, car du canot que 2 matelots retenaient, je dus sauter sur une petite plateforme. De là, je risquai un regard vers le chemin qu'il me faudrait emprunter jusqu'au pont du porte-avions, un escalier branlant avec une grosse corde comme rampe. C'était comme gravir 5 étages à l'extérieur d'un immeuble verticalement. J'y arrivai. Je traversai le navire jusqu'au quartier de l'officier d'ordinaire, lui donnai le paquet pour l'amiral. Je le saluai et pris le chemin du retour. Lorsque j'arrivai à la guérite, je trouvai qu'un ignoble individu avait chargé mon sac de parachute sur un avion en partance. Puis quelque autre type s'était rendu compte que cela ne devrait pas être là, et l'avait jeté sur le revêtement métallique de la piste. Enfin, il avait été replacé dans la guérite. J'avais porté ce sac sur mes genoux pendant plus de 14 000 kilomètres, dans toutes sortes de véhicules. Je l'avais soigné comme un bébé. J'avais là-dedans 5 uniformes légers kaki et 14 bouteilles d'Old Taylor. Et lorsque je tendis la main pour reprendre mon bien, l'odeur de whisky emplit la guérite. J'en aurais pleuré. Mais je pensais qu'un officier ne devait pas pleurer devant des matelots. Maintenant, je vous demande d'imaginer ce tableau. Me voilà donc boy scout, castor zélé, venant au rapport après mon premier service en mer comme officier de marine, quelque peu humide du voyage jusqu'à l'Essex, mon sac de parachute laissant filer le meilleur bourbon qu'on puisse acheter. Ce n'était pas assez. Le responsable de la chaloupe qui me ramenait à l'amiral Hoover et au Curtis pensa sans doute que j'étais encore acteur de cinéma. Il oublia toutes ses leçons. Il prit tellement d'eau par les bords que nous avons dû stopper et écoper 4 fois, mouillés jusqu'aux os. Je montai finalement l'échelle du Curtis, je saluai le pavillon, puis je saluai l'officier de pont lui demandant l'autorisation de venir à bord. Il me lança un regard suspicieux, réservé peut-être aux passagers clandestins. Là, debout, une petite flaque d'eau salée se formant à mes pieds, sans compter l'Old Taylor, essayant de braver les regards, perplexe en prenant l'allure d'un gars qui se présente toujours ainsi au rapport, je me laissai entraîner d'un endroit à l'autre. Quand enfin je fus autorisé à gagner ma cabine, après l'avoir débarrassé de quelques morceaux d'algues, je déballai immédiatement mon sac. Seule une chemise et un pantalon placés sur le dessus étaient presque épargnés. Le reste des vêtements était complètement imbibé. 4 ou 5 bouteilles de whisky avaient explosé. On aurait dit du sable. Je renonçai à mettre de l'ordre dans mes vêtements et je les fourrai dans mon sac à linge. Enfin, je remontai sur le pont. J'avais grand besoin de prendre l'air. Je dormis cette nuit-là, la tête hors du hublot. Le lendemain, l'odeur entêtante s'était imposée jusqu'au pont. C'est le 3e jour que l'officier de détail de Curtis remonta à la source. « Monsieur Fonda ?»« Oui, monsieur. »« D'où vient cette puanteur ?»« Quelle puanteur, monsieur ?»« Monsieur Fonda. »« De mon sac à linge, monsieur. »« Où ?»« Dans mon placard, monsieur. »« Ces vêtements sont-ils les seuls que vous ayez ?»« Oui, monsieur, excepté ceux que je porte. »« Monsieur, nous ne pourrions accepter que ce navire soit envahi d'une odeur de bourbon du Kentucky.
Non seulement c'est contre le règlement de la marine, mais tout l'équipage aurait une soif du diable, compris? Oui, monsieur. Donc, déshabillez-vous, et je vous enverrai un matelot pour votre linge. Nous le ferons laver immédiatement. Merci, monsieur. Comprenez-vous? Sur ce navire, nous envoyons le linge à laver chaque semaine. Oui, monsieur. Mais c'est un cas d'urgence. Ce sera tout, monsieur. À bord du Curtis, je me fis une plus solide réputation à cause de l'affaire Bourbon qu'à ma qualité d'acteur. À la suite de cette brève rencontre avec mon officier supérieur, je fus affecté au groupe ACI, à bord du Curtis. Je fus en même temps assigné à de nouveaux quartiers. Dans la cabine d'environ 1,50 m par 2,50 m, il y avait 2 lits étroits superposés, un petit bureau, une chaise et une paire de placards. La couchette supérieure toute proche du plafond gris semblait sans discussion m'être destinée. L'autre occupant de la cabine étant le lieutenant-capitaine de frégate John Dinkelspiel, dans la vie civile avocat réputé à San Francisco, qui servait à ce moment comme secrétaire de pavillon près de l'amiral Hoover. L'amiral Hoover partageait avec l'amiral Nimitz ce qu'en jargon de théâtre on aurait appelé un gag répétitif. Lorsqu'il était nécessaire de porter des messages écrits de confort à Compac, c'était moi qui, presque obligatoirement, était chargé de la mission, depuis le Curtis jusqu'au navire qui, à ce moment, portait le pavillon de Nimitz. Il recevait les messages que je lui tendais, opinait du chef et me rendait mon salut. Finalement, Hoover brûla la consigne et se mit à me parler. Les issues depuis le pont jusqu'aux différents niveaux d'un navire sont les écoutilles, sections étanches et inifugées qui peuvent être hermétiquement fermées. Lorsque vous en franchissez une, vous devez passer au-dessus d'une trentaine de centimètres d'acier et une bande d'acier de la même largeur menace votre crâne si vous avez tendance à être grand. Comme vous le savez, je fais près d'1,87 m. Or, un matin, en allant voir l'amiral, j'oubliais de me pencher en franchissant une écoutille, et je reçus un coup énorme au front. Apparemment, lorsque j'arrivai dans la cabine de l'amiral, j'avais le visage en sang. « Monsieur Fonda !» demanda l'amiral d'un ton surpris. « Est-ce bien du sang que je vois ?»« Oui, monsieur. »« Le vôtre ?»« Oui, monsieur. Je viens juste de heurter une écoutille du front, monsieur. »« Je ne crois pas que ce navire ait été construit pour souffrir ce genre d'outrage, monsieur. À partir de maintenant, prenez plus de soin de mon navire. Présentez-vous à l'infirmerie et demandez-leur de stopper ce sang. Rompez !» 2 semaines plus tard, notre navire appareilla pour l'île suivante, Eniwetok, où nous jetâmes l'ancre. Dans la navire, on appelle ça balancer l'hameçon. C'était terrible de voir l'état de l'île, mais nos vaillants marins, nos abeilles de mer, se mirent à l'ouvrage. Ils aplanirent le terrain, construisirent une piste pour les avions et les guérites. La route que nous préparions devint le Broadway du Pacifique. Elle commençait à San Francisco, se dirigeait vers l'ouest à Hawaï, puis les étapes étaient Kwajalein, Eniwetok, Guam, Saipan, Tinian, Iwao, Jima et Tokyo. Broadway avait des rues annexes, Guadalcanal, la Nouvelle-Guinée, les îles Gilbert et Wake. Lorsque le quartier général se faisait entendre à bord du Curtis, chacun se précipitait sur sa position de combat. Quand nous étions bombardés, chacun devait se rendre sur le pont. Je ne fus assigné à des positions de combat que 3 ou 4 fois pour toute la durée de la guerre. Cependant, je devais monter sur le pont. À toute allure, je mettais mon casque et mon gilet de sauvetage selon le règlement. Et hop! Tout d'abord, les bombes qui tombaient et les canons qui leur répondaient furent une expérience affreusement pénible pour moi. Nos canons faisaient un bruit du diable. Des bombes tombaient un peu partout. C'est alors que je rampais vers le sac des pavillons. C'est là où on les rangeait, protégés par une toile forte. Oui, au début, j'avais une sacrée frousse, mais j'étais tellement épuisé qu'au bout d'un moment, le même bruit réussissait à m'endormir.